Jimi Hendrix, c'est le 17, on avance. On en était où? Il arrivait à Londres, 10 jours qui se passent comme une folie, on finit par recruter Noel Redding, puis le batteur. On hésite, c'est Mitch Mitchell qui emporte le lot. On fait des répétitions, on tourne plus ou moins, mais c'est des petits amplis Burns, ça ne leur convient pas. Chas Chandler, le producteur, l'ancien bassiste des Animals, qui a au moins 4 basses Gibson, mais Noel Redding joue sur une basse 6 cordes qui est, en tout cas pour l'instant, fournie par cette même maison qui donne ses amplis en sponsoring, revend 2 basses Gibson pour qu'on puisse quand même avoir des amplis. Marshall, le 11 octobre 1966, il les fait signer un contrat. Tous les 3 le signent alors que 20% s'en vont au producteur, alors qu'ils n'ont qu'une somme dérisoire sur les frais de disque. Ça va gâcher la vie de Hendrix, ça va contribuer aussi à sa mort dans 3 ans, le 18 septembre, quand il va mourir, s'il venait justement de se réconcilier avec Chas Chandler pour remettre un petit peu tout ça sur rail. Et dès le 12 octobre, on les embarque. Pourquoi il a fallu se presser autant? Si vous avez bien suivi l'histoire, dans un club, le Blazes, où Jimi Hendrix faisait son numéro d'attraction avec Brian Hodger and the Trinity, il y a un chanteur français qui vient d'enregistrer une chanson qui s'appelle Black is Black, avec probablement Jimmy Page qui lui fait les guitares, et qui, voyant ce spectacle, lui propose de venir faire la première partie de sa tournée. Laquelle tournée comporte 4 dates, mais c'est tout près. C'est pour ça que le 12 octobre, les 3, plus Chandler, il n'y a personne pour porter les amplis, arrivent à l'aéroport du Bourget. Là, on les emmène à l'Olympia, parce que, première répétition, puisque avec le groupe The Blackbirds, B-U-R-D-S, de Johnny Hallyday, avec déjà Papillon à la guitare, une légende, basse. On fait une première répétition ensemble, on met ça au point, il y a un final à la fin où tout le monde monte sur scène. C'est là aussi, je suppose, qu'on remet à Jimmy et aux autres son costume bleu et sa chemise blanche. Ça va pas lui plaire, il y a un bouton qui manque, est-ce que c'est lui qui l'a arraché par vengeance? En tout cas, jouer accoutré comme ça, lui... Ça, j'ai oublié de le dire dans les précédentes, tous les témoignages de ces plus de 15 jours à Londres, ce qu'ils disent tous, mais comme il était fringué. Des chaussures comme on n'avait jamais vu de chaussures. C'est pas la mode. Et puis, cette espèce de manteau, mais il a rien, Hendrix. Donc, il a toujours un espèce de gros manteau militaire. Il a été militaire, il a fait 26 sauts en parachute, si vous avez suivi là aussi. Eh bien, jouer en uniforme, pour lui, c'est revenir tout en arrière, au temps où on s'escrimait derrière Little Richard, etc. D'ailleurs, Little Richard, il sera bien content de le revoir, parce qu'ils ont tellement pas de sous, que Little Richard est en tournée en Angleterre, il va aller dans son hôtel, voir l'administration, l'usine, la machine Little Richard, pour obtenir qu'on lui prête 50 livres. On arrive au Bourget, répétition à l'Olympia, où il dorme, probablement Paris. Et le lendemain, autobus pour Évreux. Le concert est au cinéma Le Novelty. Johnny, il est dans le bus? Non, Johnny, il a une Ford Mustang. C'est pas rien. Les prolos, eux, ils installent les amplis, les guitares. Et Johnny arrive au dernier moment au volant de sa voiture de course. N'empêche qu'ils vont jouer 15 minutes et ça va plaire. Oh là là, ça va plaire. Pensez que Évreux, c'est dans l'heure. Le journal local s'appelle L'Éclair. Je tourne mon regard vers l'ordi aspirateur et regardez ce que ça donne. Soirée mémorable, jeudi dernier au Novelty, qui accueillait enfin Johnny Hallyday. Tous ses fans étaient là, venus de tout le département pour le contempler en chair et en os, l'idole numéro 1. Les places étaient toutes occupées lorsque le rideau se leva sur une première partie des plus décevantes. Tout d'abord, l'ami de toujours de Johnny, Long Chris,
qui, dès son arrivée sur scène, demanda au public « Aimez-vous le folk ?» traduisait « folk song ». La réponse fut un oui timide de quelques-uns qui incita sans doute Long Chris à chanter comme les autres interprètes de folk song. Dylan, Donovan, John Baez. Au frais, il chante la paix, la guerre, la liberté et l'originalité. Il dit aimer les chats. Seule la pilule semble encore manquer à son répertoire peu varié, dont les textes de chansons rappellent du très mauvais Bobby Lapointe, ce qui n'est pas peu dire. L'éclair de l'heure. Ceci étant passé, l'orchestre de Johnny Hallyday se produisit ensuite dans une débauche de sons. Après cet intermède assourdissant, apparut la dernière découverte de Johnny Hallyday. Il s'agissait d'un chanteur-guitariste à la chevelure broussailleuse, mauvais cocktail de James Brown et de Chuck Berry. On connaît du monde à Évreux quand même, qui se contorsionne pendant un bon quart d'heure sur la scène en jouant parfois de la guitare avec ses dents. Il termina la première partie qui fut suivie d'un assez long entr'acte. Enfin, Johnny apparut. Et là, ouf, l'article peut fonctionner. Johnny se fait tirer sa cravate, il a peine à se démener, etc. Ah bon, vous voyez l'accueil. 15 minutes, alors on ne sait même pas exactement les morceaux. On pense qu'il finit par Johnny B. Good. Alors, évidemment, Johnny B. Good a toujours été au répertoire de Jimi Hendrix. En tout cas, la version Évreux, on ne sait pas trop. Ensuite, il y a le bus. Est-ce qu'ils dorment dans le bus? Probablement. Probablement qu'on s'installe dans les sièges du bus et qu'on roupille comme on peut, mais ça, il l'a fait combien de fois, lui? Il perd pas sa guitare, c'est déjà ça. Et quand on arrive le matin, c'est Nancy. C'est pas un trajet très marrant, hein. On est en 1966, il n'y a pas les autoroutes. Hein. Nancy, eh ben quoi, on repique. Il y a le soir, il y a un réalisateur de la télévision, Goretta, quelque chose comme ça, qui tourne un bref film 16 mm pour faire un court-métrage sur Johnny. Alors ça, sur Johnny, on a encore les archives, et il filme donc une partie de la première, de l'ouverture de Jimi Hendrix Experience. La légende veut qu'il lui demande, mais on peut avoir les images? Elles ne te serviront pas. Non, mais il faut les développer. Et que finalement, c'est Hendrix lui-même qui prend la bobine, qui l'emmène en Angleterre, du coup, perdu. Ça réapparaîtra peut-être un jour. On fera un numéro de ce feuilleton uniquement sur les choses perdues, les choses où on aimerait tant avoir des archives, dont on aimerait tant avoir archives, et on les a pas. Oh man. Un saut et une jaquette, une minute, pas comme le fait. Ah, non, non, comme il va s'amuser de faire. Est-ce qu'on refait le bus dans la nuit? Est-ce qu'on dort sur place et qu'on rentre le lendemain? Je serais plutôt pour la nuit dans l'autobus, mais oui, on n'a rien, on n'a pas de détails. Si, il y a quand même quelque chose qui est important. Chas Chandler dit qu'après chaque set, c'est-à-dire un set c'est 15 minutes, 4 morceaux. À Nancy, on joue Wide Thing pour la première fois. Il semble même pas que Hey Joe soit au programme encore. Il le réserve. Eh bien, on fait un débrief. C'est-à-dire qu'avec Chandler, on analyse qu'est-ce qui s'est passé les 15 minutes. Comment vous avez passé de ça et ça? Qu'est-ce qui s'est passé comme ça et ça, quand ça. Il y a une mise en place. Ça, je crois que mais c'est simplement 4 fois. Paris, l'Olympia. Est-ce qu'il le sait, Hendrix, que c'est notre salle nationale la plus belle, etc. 2500 places. Dans la géographie, ça deviendra 1500, 15 000. Non, mais elle est pleine, l'Olympia. Avec ces 2500 places, c'est quelque chose quand même pour le Jimi Hendrix Experience. Peut-être même la première fois que même lui, Jimi Hendrix, joue devant autant de monde. Et on revient à Londres. Et là, ça commence à être dur. Alors, c'est juste cette première phase, je voulais partir. C'est que maintenant, je pense que cette tournée avec le concert en Novelty d'Évreux,
le voyage pour Nancy, Johnny qui suit avec sa Mustang, et puis quand même l'Olympia à Paris. Il fallait qu'on en parle, nous, qu'on l'installe. Mais le prochain rendez-vous, c'est le disque, c'est-à-dire juste avant Noël, le single qui va sortir, Hey Joe. Et là, ça va changer. Et on va enregistrer donc les 2 morceaux pour le 45 tours, mais le prochain rendez-vous, le vrai, le grand, c'est être en studio pour le rendez-vous avec le disque, le premier album du Jimi Hendrix Experience. Entre-temps, eh bien, on a quand même 2 mois. Et oui, comme c'est long, c'est-à-dire que Noel Redding et Mitch Mitchell sont effectivement payés par Chas Chandler. Mais ils sont payés 15 livres par semaine. Une broutille. Bon, c'est pas si grave, puisqu'on est dans ce petit monde des studios. Il y a l'appui de Chandler, il y a l'appui de ce gros producteur qui est Mike Jeffery, quoique il soit reparti apparemment faire de l'immobilier en Égypte, sur les rives du Jourdain. En tout cas, il gagne pas ses sous seulement. Et s'il roule en Rolls-Royce, c'est pas seulement le rock'n'roll qui lui offre la Rolls. Donc Jeffery n'est pas présent dans ces moments-là. Ça change rien pour ce qui nous concerne. Mais en tout cas, ils peuvent au moins s'insérer, Mitchell et Redding, quoique Redding soit bien moins un batteur, c'est beaucoup plus recherché qu'un guitariste qui joue de la guitare basse alors qu'il n'en a jamais joué 3 semaines plus tôt. Mais en tout cas, ils sont dans le milieu musical. On apprend et ils font des sessions. Quant à Hendrix, c'est quoi la possibilité de jouer? On n'a pas trop d'engagement pour la Jimi Hendrix Experience. Ce que trouve Chandler, ouais, mais c'est comme ça que tout ça a commencé. Les Stones, les tout premiers. En banlieue, et les salles de bal. En banlieue, et les salles qui sont en face de la gare. Par contre, à Londres, eh bien dans ce tout petit milieu londonien, là, il fait ce qu'il veut. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de club où s'il est dans la salle, on ne dit pas à un moment donné, viens, tu montes. Et que la confrontation n'est pas évidente, parce que lui, il est prêt à jouer. Et c'est là où on va se servir d'un tout petit court-circuit. Et je vous présente Alain Dister. Alors, je suis un petit peu ému, parce que Alain, c'est quelqu'un que, évidemment, j'ai toujours lu, étant lecteur de rock and folk, lecteur de tous ces petits livres. Et je pense que même pour moi, en 2002, bon, ça peut paraître loin, à quelques jeunes groupes d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Célone, qui me font l'honneur d'écouter ces feuilletons, mais c'est quand même peu dans le temps littéraire si vous prenez tous ces bouquins qui ont fait l'histoire de comment rock et littérature ont pu frayer ensemble. Quand j'ai sorti ma grosse bio des Rolling Stones, avec mes 15 ans de boulot derrière, 4 ans en full-time, j'avais pas le droit, par exemple, au monde des livres. J'avais le droit à un portrait ou un truc dans le monde musique. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et pourtant, pour moi, j'aurais pas fait ce bouquin-là sans Proust, sans Saint-Simon. Et je pense que profondément, c'est très curieux, y compris dans les discussions avec Alain, parce qu'on se croisait aussi à France Culture. Il y a des types comme moi qui débarquaient avec cette espèce de passeport. Ouais, toi, ça va, t'es repéré en littérature. On te donnait le droit de tu t'amuses à faire des livres sur le rock. Alors que, et il n'est pas tout seul, le Dister. Il y en a des cohortes, en Barek et les autres, qui ont écrit sans arrêt sur ce que le rock changeait en eux, qui ont écrit sur cette part invisible du réel que les amplis permettaient tout d'un coup de traverser avec le corps la sueur et d'écrire autrement. On ne les considérait pas comme écrivains avec 3 H. Et ce paradoxe, je pense que c'est quelque chose qui Dister était à la frontière, mais qu'il a toujours traîné derrière lui. On est dans une société où la littérature a son 6e arrondissement et on n'en sort pas. En tout cas, Alain Dister, c'était un pote, je lui dois, il y a d'autres livres. Et ce gars, lui, il a connu les USA, tout d'abord, justement.
64-65. C'est là où il a fait ses armes. Et puis, au printemps 66, il est à New York, dans le Greenwich Village, et il découvre au café Wah, ils sont pas nombreux, ils sont une vingtaine, ce grand type black sur la scène, avec sa Stratocaster. Et Dister, son histoire va se mêler plusieurs fois à celle de Jimi Hendrix. C'est-à-dire, pour la tournée Évreux, Nancy, Olympia, ça, apparemment, il n'est pas dans le paquet. Mais en 67, quand Jimi Hendrix va revenir faire la promo du disque, eh bien, on dira hey, toi, au fait, mais tu le connais, ce type. Tu peux pas t'occuper de lui. Ça va se recroiser aussi à New York, à l'été 67. C'est-à-dire que le fait d'avoir connu Hendrix au Café Wah, peut-être l'exterritorialité d'être français, fait que ce lien entre Hendrix et Dister traverse les différentes étapes, ces espèces de grands coups de gong des 3 ans, avec la fin terrible, qui sont l'expérience, sans jeu de mots, de Hendrix. Et c'est comme si tout d'un coup, grâce à Alain Dister, à plus de 50 ans de distance, on pouvait émerger tout d'un coup. Et ça, c'est l'écriture. Ça, c'est la force des mots. Pile dans cette période de Londres, où vous voyez pour Évreux, Nancy et l'Olympia, il n'y a rien encore de documenté. Alain Dister, un hommage. Je viens de publier mon premier article dans le numéro 4 de Rock and Folk. Titre « Rock, Folk et Beatniks aux USA ». 8 pages de texte et de photos sur un premier voyage américain des rencontres. Frank Zappa, les Beach Boys, Sonny and Cher. Début grandiose, déjà mal payé. Philippe Koechlin présente le magazine au Pop Club comme chaque soir « Hey Joe », voix bluesy, guitare dévorante, comme chaque soir, ce nom qui revient, Jimi Hendrix. Je voudrais être à Londres, le voir, l'entendre, le prendre en photo. Koechlin me dit « Vas-y Coco !» Encouragement gratuit. Le voyage sera à mes frais. Avec pour seul viatique un mot de recommandation du PDG d'Atlantic France, je pars à la mi-février pour l'Angleterre. Passager clandestin de Sandra et de son père artiste. Voiture, ferry Le Havre, Southampton, train pour la gare Victoria. La piole sur Cromwell Road sent le curry, la carpette moisie. Songez à se faire héberger à la mode californienne dans un crash pad, un de ces appartes surpeuplés où on dort à même le plancher parmi des inconnus accueillis comme moi au nom d'une hospitalité aveugle. Ou draguer une de ces belles blondes qui ressemblent à Marianne Faithfull, n'importe quoi, mais pas retourner seul dans cette chambre triste. Le jour même, je grimpe le petit escalier qui mène au bureau de Chas Chandler sur Gerrard Street. Des gens courent d'une pièce à l'autre. Alan Price, l'ancien clavier des Animals, passe une tête. « Hello, howdy !» Chandler signe des papiers. Des secrétaires en ultra-mini-jupe sourient à la cantonade. Et tout seul, à l'écart de la bourrasque, il est là. Assis, le sourire ailleurs, il m'adresse un petit salut. « Hello, man !» Discret, timide, amical, lui. Mon héros du café Wah, le gitan flamboyant qui cassait les amplis quelques mois plus tôt dans le bouge de McDougall Street à New York. En route vers Londres, quelque part au-dessus de l'Atlantique, Jimmy est devenu Jimmy. Il porte toujours ce fameux pantalon rouge, mais la veste de hussard ornée de brandebourg et bordée de fourrure jetée sur ses épaules est typiquement londonienne. C'est le cadeau de bienvenue d'un confrère qu'on présente déjà comme un adversaire dans les futurs duels de guitare, Eric Slowhand Clapton. Chandler a organisé la soirée. Une séance photo dans ses bureaux, une courte interview, un concert en banlieue. Après, on verrait bien. Le manager a besoin de faire parler de son artiste en dehors du petit cercle des journalistes anglais. Déjà, la presse britannique spécialisée, le Melody Maker, le New Musical Express, fait ses choux gras de cette nouvelle sensation. Jimmy est le sauvage de Bornéo, l'homme qui mange sa guitare, photo à l'appui, le montrant en train de pincer ses cordes avec ses dents, comme il l'avait vu faire chez ses bluesmen démonstratifs des Beer Joints du Delta. Petite approximation, mais
Quand Dister écrit ça, on n'a pas ça. À Londres, on est habitué aux poses de certains musiciens, à leur manière de théâtraliser leurs performances. On a vu Pete Townshend fracasser ses Rickenbacker à la fin des concerts des Who, comme Jeff Beck dans cette séquence d'anthologie de Blow Up. On sait que les Anglais apprécient le spectacle d'un guitariste qui s'investit physiquement dans son jeu. La concurrence entre des dizaines de groupes a forcément provoqué une surenchère dans la gestuelle. L'effet scénique, mais on n'a encore rien vu comme Hendrix et sa manière de tenir une guitare. Chas Chandler sait à quel point cela peut impressionner les journalistes, surtout ceux qui viennent du continent, très arriérés pour ce qui touche au rock'n'roll. Ne disposant pas d'une voiture personnelle, je suis invité à faire le parcours dans le van des musiciens, conduit par le rowdy Jerry Stickles. Le concert a lieu à Grays, petit bled de la banlieue de Londres. La salle des fêtes accueille 1 millier de personnes. Des mômes de banlieue, pas encore touchés par les délires de la mode urbaine, des garçons aux cheveux sages, des filles qui portent encore la jupe de flanelle grise de leur collège. Ils ont entendu parler du blues par un grand frère, lu quelques articles dans la presse pour ados, écouté Hey Joe sur une radio quelconque. De toute façon, ils sont venus, pour la plupart, pour la première partie, des copains de lycée, de robustes gars du coin, empêtrés dans un rhythm and blues laborieux, hérité des mods. Entr'acte, lumière, la loge, un placard à balai, 3 mètres carrés, un banc, pas de miroir, pas de lavabo et guère de chauffage. Mais Jimmy tient à ce que ces musiciens soient quand même fidèles à leur image. Dans la presse, on présente le Jimi Hendrix Experience comme le power trio ultime, celui qui va écrabouiller les crimes de Clapton, Bruce et Baker. Alors il faut tenir son rang. Les fringues sont impeccables, du dernier chic, tout en velours cramoisi et jabot acidulé. Pour les coiffures, on s'en remet à Jimmy. Il crêpe les cheveux de Noel Redding, le bassiste. Une tendresse rigolarde passe entre les musiciens. On oublie la misère du lieu, on pense au concert, on accorde les guitares. La lumière redescend. Le trio entre en scène. Comme d'habitude, Jimmy pousse les boutons des amplis au maximum. La petite salle s'emplit d'un coup, monstrueux Larsen. Les tympans sifflent avant de bouchonner. Puis brutalement, une série d'accords secs vient casser l'onde, la morceler pour l'étirer ensuite, en prendre le contrôle. Et le corps entier se met à vibrer au rythme des 12 mesures du blues, bizarrement trituré par la patte gauche d'une panthère noire. Au premier rang, les filles ont compris à qui s'adressent les coups de rein, les mimiques, les clins d'œil, le jeu des mains sur le manche de la guitare, la langue qui lappe les cordes. Au hasard d'une trame mélodique ou de quelques paroles de chansons, on reconnaît le « White Thing » des Troggs, un thème de Bob Dylan cher à Hendrix, « Like a Rolling Stone », des morceaux de soul music en vogue comme « Land of Thousand Dances » et puis « Hey Joe ». Salué comme il convient, et des blues longs, prégnants, incantatoires, les meilleurs moments du concert avant l'apocalypse du final, sur White Thing peut-être, ou ce titre en forme de question s'adressant aussi bien au public de ce soir qu'à tous les branchés de Londres. Are you experienced? Une expérience dans le vocabulaire des planeurs, c'est un trip d'acide, et toutes les attitudes qui en découlent. Les changements dans la personnalité, les ruptures, la reconnaissance d'un nouveau moi, cela paraît si loin de Grays, Essex, si proche en même temps dans le tonnerre des amplis. Le cataclysme tendu déferle sur un public tétanisé. Il se passe quelque chose sous ses yeux, mais il ne saurait dire exactement ce que c'est. Hendrix attaque son mur de Marshall de 100 watts chacun, formidable machine à bruit qui sonne à l'unisson de son instrument, gronde en tonnerre roulant quand il le frappe sur les baffles, fuse en stridence quand il le frotte sur le pied de micro. Derrière, les roadies se cramponnent aux grosses caisses des Marshall pour les empêcher de basculer, d'écraser le guitariste. Et tandis que les musiciens, abandonnant leur matériel meurtri, se retirent en coulisses, un bourdonnement traversé d'éclairs de Larsen emplit toute la salle. Longtemps après, l'air est encore chargé d'électricité. Les oreilles résonnent en autant d'échos ranimant les moments forts du concert. Sont-ils seulement fatigués, ces musiciens qui viennent de défier les lois décibéliques de la souffrance auditive, à peine soulagés d'une tension, évacués dans la fureur métallique de cordes frappées, prêts à remettre ça immédiatement jusqu'au bout de la nuit. Les photos sont admirables.
Dans mon anglais approximatif de groupie, terrassé par une forte claque, je tente un début d'interview. Gentiment, patiemment, Jimmy explique le choix de ses guitares, Fender Stratocasters, différemment accordées. Tiens donc, il y avait plusieurs Stratos. Son goût pour la pop music des Beatles, sa passion pour le bluesman Elmore James, son amitié pour Clapton, la stimulante rivalité qui s'ensuit. Il donne une définition de son jeu, freak and funky. Tu piges? Rien d'autre à en dire. Freak and funky. Si, que ce terme de freak, emprunté au cinéaste Todd Browning, désigne déjà tous les gens comme lui et moi, des marginaux, des cas à part, des monstres de foire. Le mot va connaître une certaine fortune au fur et à mesure des progrès de l'extravagance capillaire. Mitch Mitchell cite ses batteurs préférés, tous des jazzmen, Elvin Jones, Kenny Clarke. Il insiste sur Buddy Rich, connu pour la vigueur et la rapidité de son jeu. Mitch veut introduire le feeling de jazz comme sa scansion dans l'univers du pop, histoire de faire quelques pieds de nez au binaire. Mitch distant, affecté, n'est visiblement pas de la même origine que Noel Redding. Celui-ci soutient qu'il n'est pas bassiste mais guitariste, se sert de sa basse comme d'un instrument leader autant que rythmique. Avec ses deux acolytes, Jimi Hendrix tient un groupe hors du commun, avec une véritable expérience pour l'auditeur habitué au plan plus ou moins prévisible de la totalité des musiciens de rock. Il y a la suite du concert et la troisième partie dans une boîte. L'ambiance de la boîte, flottante, les filles rient trop fort. Les garçons se donnent des airs de voyous comme les Stones de la grande époque. Ringo Starr tient une cour bruyante dans un coin. Pour respecter les règles du cool, chacun fait semblant de ne pas l'avoir remarqué. Skip Allen, batteur des Pretty Things, très bourré, chaloupe de table en table, il vient s'affaler sur la nôtre, l'œil dans le vague, sans susciter la moindre réaction chez Hendrix. Une demi-heure plus tard, ils sont pourtant réunis sur la petite scène pour la première jam de la soirée, bientôt rejoints par Bill Wyman. Lui aussi je le connais. Ça fait 2 personnes que je connais qui ont connu Jimi Hendrix. Mais bon, Wyman, c'est pas un pote. Il disait que moi j'étais How? The French Benny Hill. C'est pas forcément glorieux, mais bon, quand même, ça me flattait. C'est pas la même chose que l'amitié qui me reliait à Lundi Star. Ils attaquent des thèmes de blues classiques, Kendrick West, c'est-à-dire, comprenez le porte-à-faux où moi je suis. C'est-à-dire, je travaille sur ma doc, sur mes bouquins, Stones 130-40, 130-140, Led Zeppelin 80, Hendrix, toute une étagère, plus les DVD, plus les docs récupérés, etc. Et j'ai jamais été un témoin direct. Qui j'étais, moi? Nous, on achetait les disques, mon pote Étienne, quand ils arrivaient à Civray, sur la place d'Armes, la place Leclerc, chez Chauveau, le marchand d'électroménager, avec les nouvelles télés, les machines à laver. C'est là qu'on achetait nos disques. C'était un monde qui existait, mais à distance, un monde loin, un monde inaccessible. Et tout d'un coup, tu travailles justement dans cette sphère. Pourquoi tu chemines tu essayes de comprendre pourquoi ça te fabriquait en te rejoignant comme ça, par les images, parce qu'on gambergeait sur la musique, parce qu'on échappait à notre propre condition rurale par cet ailleurs qui nous était donné. Mais nous, on n'était jamais allés en Amérique. Des gens comme Dister, 5-6 ans de plus, ça change tout. Bientôt rejoints par Bill Wyman, ils attaquent des thèmes de blues classiques que Hendrix se développe à sa guise, en longues improvisations. Il ressent moins la nécessité de faire un show, se concentre sur un jeu vif, précis, s'éloignant rarement du thème original, mais lui donnant son empreinte, ce son ample, élégant, ce feeling d'urgence, cette fin dans les doigts. Vous voyez comme la phrase de Dister, on est dans 2 conditions musicales totalement différentes, la phrase s'est faite complètement différente. C'est cette question de doigts. Noel Redding, il dit que ce qui le fascinait toujours chez Hendrix, c'est comment le pouce avait la même longueur que les autres doigts. C'était ça, ce qui signait son anatomie. Mais en quoi ça pouvait changer sa façon d'enrouler par les 2 côtés, le manche de la guitare. Cette fin dans les doigts, jamais totalement rassasiée. Derrière, les 2 autres assurent un tempo de base, dénué d'imagination. Merci, Bill Wyman. Mets ça dans ton sac. Ton mouchoir par-dessus, Bill Wyman. Et en ça, il l'écrit pas, c'est moi qui commente.
Et on se prend à rêver de luttes titanesques, Jimmy contre Clapton ou Beck. Pourquoi ces battles, etc. C'est pas très grave. Jimmy pourrait jouer comme ça à l'infini, embrasser le ciel. Kiss me while kiss... Ah, excuse me while I kiss the sky. Jeu de mots là-dessous. Et faire semblant de n'en jamais redescendre. Et puis il s'arrête brusquement sur un de ces accords bizarres qui ont dérouté plus d'un accompagnateur. Maître du dialogue et de sa syntaxe. Comme l'écriture, tout d'un coup, redevient la façon de pouvoir accepter. Pour l'heure, il habite l'appartement de Eric Burdon. Eric Burdon, c'était le chanteur des Animals. Donc Burdon a prêté son appartement à Chandler, qui lui et sa compagne, une Suédoise, Lotte, apprend-on dans tous ses livres, et donc héberge Hendrix dans une chambre libre, mais visiblement c'est à la condition qu'on n'y amène pas des types ramassés dans les bars. Burdon qui tourne quelque part en Amérique avec ses New Animals. Cette demeure classique sur Montague Square a appartenu à Ringo Starr, qui l'a vendue récemment à Burdon. Les murs sont couverts d'uniformes nazis, de poignards SS, panoplie guerrière contrastant étrangement avec les messages de paix prodigués par le petit chanteur de Newcastle. Le locataire provisoire n'est autre que Chas Chandler. Il vit là en compagnie de sa nana suédoise, Lotte. Jimmy dort dans le salon. Chandler n'est pas trop ravi de le voir ramener du monde à la maison à une heure pareille, surtout un journaliste. Il est en peignoir, grognon, tiré de son sommeil par notre arrivée. Nous nous retirons discrètement dans les quartiers attribués à Jimmy, une vaste pièce meublée d'un grand canapé-lit et d'un autre plus petit. Alors Jimmy se met à rouler un joint. Je me sens comme le puceau découvrant une fille nue dans son lit. De quoi je vais avoir l'air face à un vieux routier de la dope comme lui. Et encore, comme la phrase d'Alain Dister, elle a changé complètement. Du petit français parano qui a peur de s'éclater, vraiment, du couillon qui découvre le fruit défendu. Jimmy sent mon trouble. Je suis sûr qu'il en rigole intérieurement. Il tire une longue bouffée, retient la fumée, me tend le bout de clope où grille le foyer de hashish. J'aspire goulûment. Le climat de confiance est total. Après tout, si c'est Jimi Hendrix qui me l'offre, c'est forcément bon. Ce type pourrait me proposer n'importe quoi. Un shoot, une baise, jouer la roulette russe, partir au bout du monde. Il se lève, sort le petit 45 tours simple de sa pochette, le pose sur la chaîne stéréo de Burdon, un vieux clou inattendu chez une star du rock. Les premiers accords de Purple Haze éclatent dans la pièce. Hendrix accompagne les inflexions de la musique, mime un jeu de guitare, jouit de sa propre sonorité. Il guette mes réactions. Dig that, man. Bon, comment je prononce? Dig, D-I-G, that, virgule, man. Dig that, man. Remets le morceau. 1, 2, 5 fois de suite. Purple Haze on my mind. Après, je ne sais plus très bien. Le H. La fatigue de la soirée. Jimmy et café se couche, s'endorme presque tout de suite. Je m'allonge sur l'autre canapé. Je plonge dans un sommeil peuplé d'accords, de guitares, de parfums, de femmes brusquement. Chandler fait irruption dans le salon, gueule quelque chose. Hendrix lève une paupière, se retourne, plonge dans les cheveux de café à chewing-gum, se rendort. Chandler, qui est plutôt baraqué, m'empoigne, me vire sur le trottoir. Je retourne vers mon hôtel à pied, dégrisé, piteux. Le veilleur de nuit pakistanais me jette un sale coup d'œil. La chambre sent le moisi. Demain, je rentre en France en autostop. Alors, merci d'être resté. Pour moi, c'était important que Alain Dister soit avec nous là, dans ce voyage, avec un tout petit saut de plus. C'est-à-dire que là, on est dans cette période. Juste maintenant, le rendez-vous, c'est l'enregistrement, les studios. Puis, une autre phase. Et là, le voyage d'Alain Dister à Londres, on est dans cette phase encore intermédiaire. That's it. Dig that man. Je n'arrive pas à le dire, ça. Dig that man. Dig that man. Yeah. Dig that man. Oh. Purple Haze. Dig that man. À la prochaine pour la suite.